Bonjour les parents positifs, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culpabilité des mères. Il y a peu, j'ai assisté à une présentation sur le thème de la culpabilité. Cette conférence était organisée par une association de familles, alors évidemment le public était majoritairement composé de parents, mais le thème était la culpabilité en général. Au début de la présentation, l'intervenante a demandé à chacun de citer une situation dans laquelle nous nous sentions coupables. Une bonne moitié des réponses concernaient le comportement face aux enfants. Je me sens coupable quand je crie sur mes enfants. Je me sens coupable quand je n'arrive plus à être patiente en fin de journée. Je me sens coupable quand je n'arrive pas à me faire obéir et que je bascule dans la force. La culpabilité est un sentiment très présent chez les parents, et particulièrement chez les mères. J'avais donc envie de vous en parler. Comme d'habitude, écrire m'aide à réfléchir, et ce n'est sûrement pas un hasard si je trouve aujourd'hui une illustration concrète de ce thème dans ma vie personnelle. J'ai commencé à écrire cet article il y a quelques jours, et ce matin justement, je me sens coupable. Je vais donc vous raconter pourquoi, en toute honnêteté et en ravalant ma honte. Mes premiers mots de l'année. Le contexte. Nous sommes en vadrouille en famille en Inde. Cette nuit, notre camp de base est un genre de lodge au bord d'une réserve d'oiseaux, en pleine nature. C'est super beau. Nous logeons dans des espèces de grandes tentes maisons, et c'est ici que nous avons fêté le Nouvel An. Ce matin, c'est le bruit de Léon fermant la tente en sortant qui m'a réveillée. Il avait été très discret, ai-je découvert ensuite, puisqu'il s'était habillé dans le presque noir et avait bien bordé ses doudous avant de sortir. Il est ensuite allé rejoindre son frère et son copain devant la tente voisine, et ils se sont mis à jouer. Seulement voilà, leur enthousiasme occultait complètement l'heure. Nous sommes le matin du 1er janvier, il est 7h30, et eux crient. Moi, je m'énerve. Un déclencheur. On est tous plus ou moins résistants au manque de sommeil. Je ne le suis pas. Pour moi, la fatigue est réellement un ennemi. Elle a facilement pour effet de me transformer en sorcière. Comme je le sais, je m'énerve d'avance, et le bruit le matin est un de mes déclencheurs. Je n'arrive pas à supporter que ceux qui sont réveillés ne fassent pas attention à ceux qui dorment. Je me répète que c'est un manque de respect dingue, alors même que l'autre voix dans ma tête sait que cela n'a rien à voir, que les enfants oublient et ne se rendent pas compte. Mais c'est malgré tout souvent la première voix qui l'emporte, malheureusement. Et c'est ce qui se passe ce matin, alors que je me lève pour dire « Oh les gars, il y a des gens qui dorment dans ce camp. Il y a nous de ce côté, il y a d'autres gens de l'autre côté. Alors soit vous êtes capable de jouer dehors sans faire de bruit, soit c'est dans les tentes avec un bouquin, c'est clair ?» Comme parents positifs, on fait mieux. C'est drôle d'ailleurs. On sent dans mes mots que j'ai intégré certains principes qui ressortent même dans la colère. Je ne leur dis pas qu'ils sont insupportables. Je décris la situation, je leur donne un choix et une conséquence claire. J'aurais presque pu dire la même chose et que ce soit adapté. Seulement les mots ne font pas tout. Ici, mon ton est agressif. Quoi que je dise, je le dis mal. Je ne suis pas dans l'encouragement mais dans le rabaissement. Je ne suis pas dans l'écoute mais dans l'imposition et l'exigence. Je ne suis pas dans la coopération, mais dans le reproche et le pouvoir. La culpabilité pointe son nez. Je me recouche, aussitôt envahi par la culpabilité. Mes premiers mots de l'année seront donc ceux-là. Une agression. Je ne peux plus changer ça. Et puis, comment puis-je leur demander de parler gentiment quand je leur donne ce modèle-là moi-même ? Je respire. Changement d'approche. 5 minutes plus tard, quand les cris reprennent, ils font à présent un concours de lancer de billes et hurlent « Gagné !» Je ressors calmement, m'approche et leur dis « Écoutez les gars, d'abord je voudrais vous demander pardon du ton que j'ai utilisé avant. Ensuite, je vois que c'est vraiment difficile pour vous de ne pas crier. Vos billes arrivent juste devant la tente des voisins et vous les gênez forcément. Vous aurez encore plein d'autres moments dans la journée pour jouer à ça et faire du bruit. Là, maintenant, il vaudrait mieux trouver une activité qui ne dérange pas les autres. » Alors, Léon part en courant. Je vais à la cible. Il y a en effet une cible avec un arc et des flèches au bout en caoutchouc dans la partie commune du camp un peu plus loin des dormeurs. Les deux autres veulent suivre. Aucun problème, leur dis-je, il faut juste être habillé pour aller là-bas. Ils rentrent dans leur tente pour enlever les pyjamas. Je retourne dans la mienne, un peu soulagée. Mais je sais que je ne dormirai plus. Comment je me sens ? Honnêtement, mes sentiments sont confus à ce moment-là. Un reste de culpabilité, un soulagement d'avoir su redresser la barre, un sentiment d'injustice parce que finalement ma nuit a bien été interrompue, de l'acceptation parce que ce sont des enfants, du ressentiment quand même à cause de cette interruption. Pour autant, je me dis, oui,
Il est injuste que je sois réveillée parce qu'ils font trop de bruit alors qu'ils auraient dû même jouer calmement. Mais voyons les choses objectivement. Est-ce que les agressés aident à résoudre la situation? Absolument pas. On peut même penser, et observer d'ailleurs, que c'est lorsque j'aborde les choses calmement que les solutions apparaissent. J'aurai donc toujours plus à gagner à éviter l'agression. À court terme pour mon sommeil, à long terme encore plus pour tous leurs conflits à venir, au cours desquels ils vont vraisemblablement user des techniques qu'ils auront observées. Et je reste donc avec mon sentiment de culpabilité. Que vais-je en faire? On en parle? Qu'est-ce que la culpabilité? Commençons par le commencement. D'où vient ce sentiment de culpabilité? Qu'est-ce qui se joue en nous pour faire naître cette expérience émotionnelle, somme toute plutôt désagréable? Voilà la première chose que nous explique Camille Sépulcre, l'intervenante, et que je note immédiatement en gras, tant ça me paraît limpide. La culpabilité naît d'un conflit psychique. Elle vient du décalage entre moi tel que je voudrais être et moi tel que je suis. C'est exactement ce qui s'est joué ce matin. Le décalage entre la maman positive, qui enseigne à ses enfants par le modèle à parler gentiment, qui fait preuve de tolérance pour leur temps d'apprentissage, et celle qui s'est mise à agresser ses enfants de but en blanc. Ce décalage a immédiatement déclenché ma culpabilité. Pour notre esprit, la culpabilité est alors une façon de réparer. On s'en veut, et ça répare un peu ce qu'on a fait. Vous avez déjà senti ça? Nous sommes juges de nous-mêmes. Discuter de cette culpabilité est également l'occasion de revenir sur un point fondamental, la responsabilité de nos sentiments. C'est une notion fondamentale très bien expliquée dans la CNV, confère Les mots sont des fenêtres. Nous sommes responsables de nos sentiments. Si vous lisez cela pour la première fois, vous pouvez être surpris. L'idée est pourtant simple. Des circonstances identiques font naître des sentiments différents. Je suis facilement agacée par quelque chose qui, au contraire, plaît à mon voisin. C'est donc bien que ce n'est pas la situation elle-même qui engendre mon sentiment, mais moi. Ou plus précisément, mes pensées. Dans le cas de la culpabilité, nos propres pensées sont des jugements. Je n'aurais pas dû, j'ai tort, je ne suis pas capable, je devrais. Nous sommes notre propre juge et nous nous jugeons nous-mêmes très durement. Cependant, le fait que cette culpabilité découle de nos pensées en fait un sentiment réellement très personnel. D'autant qu'elle est particulièrement influencée par nos expériences passées, comme nous allons le voir. Les différentes formes de culpabilité. Ces pensées qui créent chez nous un sentiment de culpabilité viennent elles-mêmes de niveaux différents. Elles viennent de nous et de nos aspirations, de ce que la société nous a transmis, de ce que nos parents et ancêtres nous ont transmis. Plus la culpabilité vient de loin, plus elle est inconsciente. Car beaucoup de nos jugements sur nous-mêmes sont directement liés à des croyances qui sont véhiculées sans même que l'on en ait vraiment conscience. Quelques exemples de ce que peut nous avoir transmis la société. Je dois savoir gérer mon travail, ma famille et ma maison. Je ne suis pas là pour me faire plaisir. Les enfants doivent obéir aux adultes. Je dois penser aux autres avant de penser à moi. Un garçon, ça ne pleure pas. Il faut être efficace. Il faut travailler à corriger ses faiblesses plutôt que se focaliser sur ses forces. Quelques exemples de ce que peuvent nous avoir transmis nos parents, qui se confondent parfois avec ce que nous a transmis la société. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je me débrouille seul. On ne peut pas savourer si on n'a pas d'abord souffert. La vie, c'est comme un match de boxe, il faut être le premier. Spéciale dédicace à mon grand-père qui nous disait ça régulièrement. Heureusement, on n'écoutait pas toujours. Par rapport au geste qu'on vient de faire, à la pensée que de ce qu'on aurait pu commettre, et que l'on traduit par ce genre de pensée, mi-consciente. Je ne suis pas à la hauteur de ce que les gens attendent de moi. Je ne passe pas assez de temps avec mes enfants. En fait, nous sommes en décalage avec une certaine idéalisation de nous-mêmes. Nous voyons bien ici la part de l'inconscient dans ce sentiment de culpabilité. 1. La culpabilité vient du décalage de ce que nous sommes avec l'idée que nous nous faisons de ce que nous devrions être. 2. Or, ce que nous devrions être vient de nos croyances héritées de nos parents et de la société. Ce qui est clair, c'est que plus nous nous situons dans l'inconscient et plus il est difficile de passer au-dessus de notre sentiment de culpabilité. La culpabilité est un signe de bonne santé psychologique. En effet, que serait un monde sans culpabilité? Alors on verrait probablement
un manque de scrupules, un égoïsme absolu, un manque d'empathie. Bref, éradiquer la culpabilité ne serait pas une bonne idée. Comme tous les sentiments, en fait, la culpabilité a bien une raison d'être. Notre sentiment de culpabilité prouve que nous savons reconnaître le bien et le mal. Seuls les vrais psychopathes n'ont pas de culpabilité. La culpabilité nous arrive sans que nous le choisissions. En revanche, nous avons alors le choix de ce qu'on fait de cette culpabilité. C'est à nous de décider comment y réagir. Que peut-on faire de notre culpabilité ? Il y a quelques années, j'écrivais sur le blog que notre culpabilité est une bonne nouvelle. J'expliquais en effet que la culpabilité était pour moi une prise de conscience qui pouvait servir de point de départ, et c'est ce dont nous allons parler ici. Culpabilité saine et culpabilité malsaine. Il existe en fait deux manières de vivre notre culpabilité. On peut parler de culpabilité saine et de culpabilité malsaine. Culpabilité malsaine. Je me figure la culpabilité malsaine comme un boulet à notre pied. Cette culpabilité est celle que l'on ressasse en boucle. Plus on s'enfonce, plus elle est présente. Plus elle est présente, plus on se juge et plus cela détruit notre estime de nous-mêmes. C'est alors un cercle vicieux très pénible. La culpabilité malsaine nous immobilise. C'est évidemment celle dont on veut le plus se débarrasser. Cependant, s'en débarrasser ne veut pas dire faire une croix sur la culpabilité dans son ensemble, mais plutôt décider d'agir pour en faire une culpabilité saine. Culpabilité saine. La culpabilité saine, elle, est plutôt un moteur. Lorsque l'on sait la recevoir, elle nous donne l'énergie qu'il nous faut pour avancer. On a vu déjà que la culpabilité découlait d'un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être. En prendre conscience permet d'entamer un travail sur soi. Travailler sur soi n'est pas toujours simple, car cela implique souvent une remise en question qui nous rend inconfortables, sans parler du temps d'investissement nécessaire. Mais notre culpabilité est sans aucun doute une motivation. L'envie de ne plus la ressentir nous poussera à avancer. Voilà pourquoi je parle de moteur. Cependant, l'action ne sera pas toujours la meilleure voie à suivre. En fait, la culpabilité saine engendrera toujours une réflexion chez nous. Ensuite, nous déciderons s'il convient d'entrer en action ou non. Deux scénarios sont possibles. Agir pour se transformer, surmonter notre culpabilité. Agir pour se transformer, la méthode. Nous parlons ici d'utiliser la culpabilité comme moteur pour se transformer, pour tendre un peu plus vers cet idéal que nous avons en tête et qui nous fait nous sentir coupables. Encore faut-il savoir comment faire cela. Je vais donc vous livrer ici un exemple personnel que Camille, la présentatrice, m'a aidé à creuser lors de sa présentation. Ma situation. Je me sens coupable quand j'en veux à mon mari de prendre du temps pour lui. Oui, je l'avoue, et j'ai un peu honte. Le week-end, mon mari trouve de plus en plus souvent l'occasion de faire un peu de saxophone. Une partie de moi se réjouit qu'il renoue avec cette passion qui a été un peu moins présente ces dernières années, et l'autre lui en veut d'y consacrer du temps. En toute objectivité, je sais que je ne devrais pas lui en vouloir. Vous remarquez le « je ne devrais pas » qui parle de qui j'ai envie d'être. Ce n'est pas comme s'il ne s'impliquait pas dans la maison ou avec les enfants. Il trouve honnêtement le bon équilibre, et pourtant je sens cette négativité en moi que je ne voudrais pas ressentir. Camille m'a encouragée à chercher les conflits intérieurs et les idéalisations auxquelles cette situation me renvoyait. La situation est celle qu'elle est, soit. J'ai donc le choix. Soit je reste avec ça, je me morfonds et je tourne en rond avec l'idée que je ne devrais pas ressentir ça, mais sans rien y faire, ce qui devient un boulet à mon pied, culpabilité malsaine. Soit je décide d'entamer un travail qui me permettra de mieux comprendre ce qui se joue. Recherche des idéaux cachés derrière ma culpabilité. On voit bien qu'il y a ici un décalage entre qui je suis dans cette situation et la personne que j'aimerais être. Je vais donc m'y arrêter un moment. Quel est mon idéal ? J'aimerais être contente pour lui. J'aimerais moi aussi prendre du temps pour moi. Ah, il y a également de la jalousie là-dessous. Mais pourquoi est-ce que je ne prends pas du temps pour moi ? Je voudrais avoir une maison qui tourne. Et pour cela, j'y consacre de l'énergie, c'est mon choix. Je voudrais qu'il soit présent à ses enfants. Voilà qui nécessite également une réflexion plus poussée. D'abord parce qu'il est présent à ses enfants, pas un week-end sans un jeu de société par exemple. Ensuite parce que je sais bien que pour être réellement présent à ses enfants, il faut également prendre du temps pour soi. Voici donc mon idéal très clair. Me réjouir qu'il puisse prendre du temps pour lui sans arrière-pensée et prendre également du temps pour moi sans arrière-pensée.
Une réflexion qui se prolonge. Dans les jours qui suivent cette présentation, j'ai l'occasion de pousser encore un peu cette réflexion. Je m'aperçois que la construction de notre équilibre de vie crée un décalage entre nous. Du fait que je travaille à la maison, j'ai parfois l'occasion de prendre du temps pour moi dans la semaine. Bien sûr, comme tout le monde, je cours plutôt après le temps. Mais quand même, convaincu que respirer et remplir mon réservoir est fondamental, faute de quoi je ne suis pas la maman que j'ai envie d'être, je m'accorde des pauses qui me font du bien. De son côté, Nicolas a peu d'occasion de faire de même. Faire du saxophone est son moment. Et je sais que lorsqu'il a pu souffler dans son saxo, il est ensuite plus détendu et s'occupe par exemple plus facilement du bain des enfants, parce qu'il a rempli son réservoir. La transformation. Cela n'a l'air de rien, mais cette analyse m'a aidé à passer à l'action. Le week-end suivant, je sens une vraie transformation en moi. Nicolas part faire du saxo et moi je me réjouis pour lui, réellement et sincèrement. Reste à voir si cela durera, mais je sens bien que j'ai franchi un pas important. D'ailleurs, je n'hésite plus à aller prendre un bain avec un bon livre, dont je sors à mon tour plus reposé. Cela va également avec un apprentissage du lâcher-prise qui m'appartient complètement. Quand nous ne sommes pas dans l'action, surmonter la culpabilité. Il existe encore des tas de situations où il est possible de se sentir coupable sans que nous puissions agir pour que la situation change. Prenons le cas de quelqu'un qui a du mal à supporter d'être privilégié sans l'avoir forcément mérité. Exemple, j'ai des enfants facilement alors que ma voisine n'y arrive pas. Encore une fois, tout le monde ne ressent pas de la culpabilité dans une telle situation. Mais si nous nous plaçons dans le cas d'une maman qui en ressentirait, voyons quel serait l'idéal derrière ce sentiment. Probablement quelque chose de l'ordre de « dans mon idéal, tout le monde a les mêmes chances, et dans mon idéal, je ne fais pas face à la tristesse de l'autre. Dans mon monde idéal, je ne rendrai personne triste. » Pas possible de changer la situation. Mais pourquoi ne pas essayer de développer son empathie, d'écouter l'autre, d'adapter son comportement? Et puis on peut se poser soi-même la question suivante. Je ressens de la culpabilité. Qu'est-ce que j'en fais pour moi? Surmonter sa culpabilité dans ce cas peut signifier s'en débarrasser par la gratitude, reconnaître qu'on n'est pas responsable de la situation des autres et se sentir reconnaissant de ce que l'on vit. Un choix. Voilà, je vous ai livré tout ce que je savais ou presque. Je sais qu'il me reste à mener le travail que je vous ai décrit plus haut sur la situation exposée en début d'article. J'ai commencé à le faire, mais j'aimerais mener ce travail à son terme pour vous en parler un peu plus sans alourdir cet article déjà long. Une chose à retenir en tout cas. On ne choisit pas de se sentir coupable, mais on choisit bien ce que l'on fait de cette culpabilité. Pour moi, le choix est désormais fait. Je veux embrasser ma culpabilité pour chercher les idéaux et croyances qui se cachent derrière. Attendre que les choses changent d'elles-mêmes ne fonctionne pas. Et vous, quand ressentez-vous de la culpabilité ?